On entend partout que Webflow est un outil hyper intuitif, que n'importe quel débutant peut créer un beau site avec un beau design professionnel, que c'est beaucoup plus simple à utiliser que WordPress, que c'est gratuit et que ça va bientôt remplacer WordPress. Donc dans cette vidéo, je vais découvrir en direct Webflow avec vous. Je ne l'ai jamais utilisé personnellement, donc on va voir si l'interface est vraiment intuitive ou est-ce qu'on nous vend du rêve. On va voir si l'herbe est plus verte ailleurs, si je vais renommer ma chaîne Easy Webflow ou si je vais rester un fier défenseur de WordPress. Donc, en bon petit français un peu radin, la première chose qui m'intéresse, ça va être le prix. Donc, on va aller dans l'onglet Pricing et on va voir les différentes formules. Donc, j'ai regardé un petit peu avant et on entend souvent que Webflow, Wix ou tous les outils comme ça sont gratuits. Donc, c'est parce qu'ils proposent tous, bien sûr, une offre gratuite, mais elle est très limitée. Déjà, premier critère éliminatoire, on a un nom de domaine Webflow. Donc, si vous voulez un site qui fasse professionnel, vous ne pouvez pas prendre ce plan et on est limité à 2 pages. Donc, en gros, déjà, vous avez la page mention légale qui est obligatoire, donc ça vous enlève une page. Il vous en reste plus qu'une, donc ça va être utile pour des sites one page. Donc, pourquoi pas si vous voulez vraiment créer un site hyper basique qui est plus une carte de visite qu'un site qui va attirer du trafic et qui va apporter du chiffre d'affaires à votre activité. Si on veut quelque chose d'un peu plus professionnel, on passe directement à la formule basique à 14 $ par mois. Donc là, c'est bien, on a le nom de domaine personnalisé, on peut créer 150 pages, donc il y a de quoi faire. Mais vous voyez qu'ici, on a 0 CMS collection et 0 CMS item. CMS, donc Content Management System, en fait, ça va être de créer des modèles de pages particuliers. Par exemple, si vous voulez créer une section blog, eh bien, ça va passer par la CMS collection. Donc, si vous voulez créer un blog, ce qui est indispensable si vous voulez attirer du trafic grâce au référencement, cette formule ne va pas suffire. Il va falloir passer à la formule CMS. On nous dit que c'est la plus populaire, ça ne m'étonne pas parce que c'est la première formule, la moins chère, qui permet d'avoir un site qui va vraiment attirer du trafic et nous apporter des clients. Puisque là, cette fois, on va pouvoir créer du coup jusqu'à 2000 CMS items. Donc un item, ça va être par exemple un article de blog. Donc avec 2000 articles de blog, on a de quoi faire. En gros, le premier plan pour créer un site professionnel qui attire le trafic, il démarre à 23 $ par mois et c'est bien sûr la formule annuelle. Donc en gros, vous allez devoir dépenser environ 250 € d'un coup. Donc pour un débutant qui a vraiment pas beaucoup de budget, qui a un budget serré, ça peut être un frein quand même. Donc là, sur ce point, bon, c'est pas étonnant, mais WordPress est gagnant puisque avec WordPress, vous pouvez prendre un hébergement à 3-4 € par mois et vous pourrez créer vraiment le site que vous voulez, autant de pages que vous voulez, une section blog, même un site e-commerce. Puisque là aussi, Webflow propose une formule e-commerce. Bon, déjà, c'est un peu plus cher, mais je pense que la formule à 29 $ suffit, puisqu'on peut créer jusqu'à 500 produits. Mais vous voyez que déjà, ils vous prennent 2% de transaction fee. Donc, en gros, dès que vous allez avoir une vente, vous allez avoir 2% de frais. Donc, ça peut vite grimper. Et quitte à payer 30 $ par mois, je pense que la plupart des gens vont plutôt sur Shopify, qui est spécialisé dans l'e-commerce et qui est au même prix et qui sera beaucoup mieux qu'un Webflow pour faire de l'e-commerce, je pense. Donc moi, pour me faire une idée de l'outil, je vais créer un compte gratuit. Donc ici, je vais faire Start for Free. Et on va voir comment se passe le setup. On va le comparer à WordPress. Donc là, hop, je me connecte avec Google. OK, on me demande mon prénom, mon nom, qu'est-ce que je veux faire comme site. Donc on va dire que c'est pour mon entreprise. On va dire que je suis une petite entreprise, que j'ai 1 à 5 employés et que je veux créer un site business, donc c'est-à-dire un site vitrine. Donc là, c'est bien, on nous propose si on veut de l'aide pour, créer notre site. Donc moi, je vais mettre non, mais si je dis oui, je pense que, on peut avoir un petit assistant qui peut nous aider, donc ça peut être pas mal. Moi, je vais mettre non et je vais faire finir. Ici, pareil, c'est bien qu'on nous propose directement des tutoriels, ça peut nous aider quand on débute et on peut créer soit un site de zéro, soit des templates. Donc je vais voir les templates qu'il y a, est-ce qu'on en a des, gratuits? On dirait que oui. Là, je vais filtrer, je vais mettre uniquement les gratuits et on va voir ce qu'on nous propose. Donc je vais descendre, voir si on en a beaucoup. OK, alors j'ai l'impression qu'on peut aller en voir plus dans la marketplace. Donc j'ai l'impression qu'il y a pas mal de templates gratuits, donc ça, c'est un bon point aussi. Enfin, c'est un point à double tranchant puisque les templates, que ce soit sur WordPress ou Webflow, il faut faire attention. Sur le papier, c'est très bien, on se dit: «OK, je vais avoir un joli site». Mais parfois,
vu qu'on n'a pas compris comment fonctionne l'outil et comment a été créé le design, eh bien, on est un peu dépendant du template et ensuite, dès qu'on veut le personnaliser, on n'y arrive pas vraiment. C'est encore plus flagrant sur WordPress où il y a des réglages qui sont faits dans le thème ou alors dans le constructeur de page et donc on peut être un peu perdu entre les 2, ne pas savoir où a été fait tel réglage, tel design et ensuite ne plus pouvoir modifier son thème comme on le veut. Donc c'est pour ça que pour un débutant complet, je ne recommande pas forcément un template puisque, il va gagner un peu de temps au début, mais sur le long terme, ça va lui apporter plus de friction qu'autre chose. Donc je conseille plutôt de maîtriser l'outil et une fois qu'on maîtrise l'outil, pourquoi pas importer des templates pour les nouveaux projets, afin de gagner du temps. Donc moi, je vais suivre mes propres recommandations et je vais essayer de partir de zéro. Donc là, je vais cliquer sur la petite croix, je vais faire site blanc. On va marquer ici Easy WordPress et je vais faire créer. Donc déjà, le setup, il faut l'avouer, il est beaucoup plus simple qu'avec WordPress. Vous voyez qu'en quelques clics, je me retrouve sur l'interface Webflow et je peux commencer à créer mon site. Tandis que sur WordPress, il va falloir choisir un hébergeur, créer un nom de domaine et installer WordPress dessus. Ça, il y a beaucoup de débutants qui galèrent un peu avec cette étape et qui se font avoir, qui passent par wordpress.com et qui du coup payent assez cher pour avoir accès à WordPress. Pour un débutant complet, la mise en place est quand même plus simple sur Webflow. Mais pour ceux qui s'y connaissent, qui connaissent les hébergeurs comme Hostinger, une fois que vous savez comment faire, en quelques clics, vous avez WordPress qui est installé sur votre hébergement. Donc là, je vais faire OK. Et ici, du coup, on a les structures. Donc là, en fait, ça ressemble un petit peu à Elementor. Sur le côté, on a différents widgets qu'on va pouvoir venir glisser, déposer. Donc là, c'est plutôt pas mal. Quick Stack, c'est du coup des layouts qui sont déjà faits. Donc pareil, c'est comme on a avec Elementor et les conteneurs. On a des presets qui sont proposés. Donc imaginons en 3 colonnes. OK. Ensuite, du coup, on peut facilement ajouter des colonnes. Là, si je clique sur le petit plus, j'imagine que je vais pouvoir ajouter par exemple un titre. Donc ici. OK, là, j'ai commencé à taper, mais je ne sais pas ce qu'il me met. Hop, on va retenter. OK, il faut bien sélectionner le texte. Là, on n'a pas directement un raccourci pour centrer, c'est dommage, mais je pense, voilà, si je clique dessus, ici, on a tous les réglages. Donc là, ça peut faire un peu peur aux débutants quand même de voir tous ces réglages, surtout que c'est en anglais. Donc c'est pas très intuitif. On a plein de réglages qui apparaissent tous dans le même onglet. Surtout des termes qui sont utilisés dans le code CSS, par exemple flex, child, heu, voilà, les petits termes comme ça, c'est pas très, intuitif. Si je vais dans réglages ici, on a encore, d'autres réglages. OK, la visibilité, si on met un titre H1 ou, d'autres niveaux de titres et dans interaction. OK, c'est pour créer des animations, j'ai l'impression. Donc là, c'est un peu plus avancé. Ici, du coup, moi, je veux juste centrer mon titre, par exemple. Donc, là, j'ai pas l'impression qu'il y ait, un réglage directement pour centrer. OK, il faut que je clique sur cette petite flèche, que, je prenne l'option d'alignement ici. Donc l'option pour centrer qui est quand même quelque chose d'assez basique. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont masqué, alors que ça me paraît quand même important pour du texte. Ensuite ici, vous voyez qu'on a display, block, flex, grid. Là, si vous ne connaissez pas le code CSS, vous ne savez pas à quoi ça correspond, donc je ne trouve pas ça très intuitif. On va rester sur, block. Ensuite ici, on a padding et margin, donc la marge interne et la marge externe. Là, d'avoir la visualisation comme ça, c'est plutôt pas mal. On peut, mettre, je pense, par exemple 10 pixels, on a des valeurs préétablies, donc c'est bien. Est-ce que je peux l'appliquer partout? J'ai pas l'impression. Donc là, pour le texte, ça a l'air assez simple. On a juste à taper notre texte. Ensuite, si je veux choisir la famille de police, si je descends un petit peu, voilà, on a la famille, la taille. Donc en réalité, c'est plutôt simple pour du texte. En même temps, c'est basique. Ensuite, on a la couleur d'arrière-plan. Donc là, tac, si je me mets sur du rouge, OK. Donc imaginons que je veux que ça prenne toute ma colonne, la couleur d'arrière-plan. OK, je clique sur ma colonne et voilà. OK. Ensuite, si je clique, hop, sur le conteneur. Est-ce que je peux changer la couleur de toute la section? Non, là, on est sur le texte. OK, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué de venir sélectionner, OK, là, j'ai quick stack, donc à mon avis, je l'ai sélectionné. Oui, là, je vais pouvoir, par exemple, mettre un arrière-plan. Non, même pas. Donc là, vous voyez que pour venir sélectionner, directement les 3 colonnes, ah là, peut-être que j'ai réussi. Ça m'a l'air un peu complexe. Non, ça change encore le texte. Donc là, bon, pour, ce petit détail, je trouve que Elementor est quand même mieux fait. Là, je me retrouve bloqué dans une interface que je comprends pas trop. Ici, je vais pouvoir gérer, OK,
l'écart de colonne, enfin la taille de la colonne. Ça ressemble quand même beaucoup à Elementor, sauf que, OK, si je fais clic droit, select parent element, là je suis encore dans quick stack donc ça va pas marcher. Body, là ça va sélectionner toute la page. Donc imaginons que je sélectionne toute la page, que je mette une couleur. OK, là c'est la couleur de typographie, autant pour moi. Donc en fait, depuis tout à l'heure, je sélectionnais le mauvais réglage et c'est la couleur d'arrière-plan qu'il faut sélectionner. Donc si vous l'avez vu depuis votre écran, peut-être que ça vous a un peu énervé que je clique au mauvais endroit alors que l'option était juste en dessous. Mais OK, du coup, quand on se met sur arrière-plan, on peut assez facilement venir mettre une couleur d'arrière-plan sur toute la section. Et pour venir sélectionner 3 colonnes d'un coup, le plus simple, ce qui me paraît, c'est de faire, clic droit et de venir sélectionner l'élément parent. Donc maintenant, ici tac, on a les différents éléments. On va voir ce qu'on a. On a bouton, OK, qui peut être intéressant. Paragraphe, image, vidéo, loti. OK, on peut directement ajouter un formulaire. Donc ça, c'est une question que je me posais. Comment ajouter un formulaire? Donc on va le glisser. Et ici, je vais pouvoir du coup recevoir les notifications à mon adresse email qui est liée à mon compte, je pense. OK, redirect setting. Et si je fais voir tous les paramètres, est-ce qu'on peut facilement ajouter des champs? OK. Donc là, je suis dans les réglages de style. Là, les réglages. Et je vois pas d'option pour venir ajouter des champs. Donc là, encore une fois, peut-être que vous voyez l'option et vous êtes en train de vous énerver derrière votre écran. Mais je vois pas d'option pour ajouter un champ. Peut-être ici, à côté du formulaire, on a l'option champ. Input. OK. Et là, si je vais dans les paramètres, OK, je peux mettre le type, donc par exemple email, URL. On n'a pas, j'ai l'impression, de liste déroulante ou de case à cocher. Donc ça a l'air assez limité en termes de formulaire. Donc je ne sais pas si j'ai été dans la bonne option. Mais pour les formulaires, ça m'a pas l'air très intuitif. Ah si, on a ici liste déroulante. OK, en fait, à chaque fois, il faut venir sélectionner individuellement. Donc ça, c'est pas très pratique, je trouve. Ça rajoute beaucoup de clics pour pas grand-chose. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas tout regroupé directement dans le form block. Donc ça, on va dire que pour un formulaire, WordPress, c'est un peu plus intuitif. Si vous utilisez Formidable Form, c'est vraiment hyper simple. OK pour les différents widgets. Maintenant, imaginons que je veux créer mon en-tête. On va voir comment faire. Donc peut-être que c'est navbar. OK. Donc il faut que je le remonte tout en haut. Là, vous voyez que pour déplacer, pareil, c'est pas très intuitif. Je peux pas glisser. Si c'est bon. OK. Et je veux vraiment le mettre tout en haut. Mais il veut pas me le mettre. Peut-être que si je prends lui et que je le glisse en dessous, ça sera mieux. Voilà, comme ceci. Donc là, à mon avis, c'est la façon de créer un en-tête, donc d'ajouter le widget navbar. Ici, je peux sûrement ajouter mon logo, brand. OK, donc là, je peux mettre un lien, une page, un email. Et si je clique directement ici et que j'ajoute une image dedans, tac, image, on va remplacer l'image. Et pour uploader une image, OK. Donc là, je prends mon logo, tac. Donc vous voyez qu'il ne propose pas de le recadrer directement comme WordPress. Et là, il me l'a mis beaucoup trop gros, bien sûr. Donc, OK, j'ai l'impression que c'est par pixel. Donc, c'est pas très intuitif, je trouve, pour importer son logo. WordPress, il m'aurait directement proposé de le recadrer. Donc, j'aurais une forme rectangulaire, ce qui est beaucoup mieux. Et j'aurais un petit curseur pour gérer la taille, ce qui est mieux aussi, je trouve, que gérer au pixel. Et ensuite, ici, on a le menu. Donc, pareil, ça m'a l'air un peu complexe à configurer si je veux rajouter des nouveaux éléments. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. En fait, on n'a pas directement un endroit où on peut gérer le menu et ajouter des pages. Mais après, si je fais clic droit et que je fais dupliquer, par exemple, voilà, je peux faire comme ça et venir créer mon menu. Mais bon, je trouve pas ça hyper intuitif. Je pense que si on veut créer un en-tête avancé, ça peut vite devenir complexe de venir chercher dans les options. Et ici, du coup, on a nos différentes pages. Ici, le navigateur, donc toutes les sections de mon site. Component, je sais pas. Variable, style.
Assets, ça va être mes images. Logique app, OK. Donc, on a quand même, pas mal d'options. Vous voyez que ça fait un peu, ça fait moins usine à gaz que WordPress parce que c'est tout regroupé dans une seule interface. Donc on se dit: «OK, j'ai qu'une interface à apprendre». Mais en réalité, il y a énormément de boutons, plein d'options qui sont un peu cachées, que ce soit sur l'onglet de gauche ou l'onglet de droite, on a vraiment énormément d'options. Donc en tant que débutant, je pense que dès qu'on veut, faire des mises en forme un peu plus complexes ou qu'on veut rajouter des fonctionnalités sur notre site, ça devient quand même, assez compliqué. Après, le design en lui-même de la page, il ressemble quand même beaucoup à Elementor. Donc il faut prendre la main, mais je pense que c'est assez simple à gérer, que ce soit les espacements, de glisser des widgets. On peut assez facilement, disposer nos différents éléments. Mais dès qu'on va vouloir, du design un peu plus avancé, là, ça va être complexe. Et surtout là, si je veux créer un blog, que je suis dans cette interface, je ne saurais pas du tout comment faire. Donc je pense qu'il faut aller dans les réglages ici. Non, ou ici peut-être. Et du coup là, venir créer, un CMS, voilà, CMS collection page. Donc là, si je fais le petit plus, OK, donc là, on va créer une collection qu'on va appeler blog, par exemple. Mais en fait, vous voyez qu'à chaque étape, il y a tellement d'options partout qu'à chaque fois, j'ai l'impression de manquer quelque chose et de me dire: «Bon, OK, je ne sais pas vraiment si je fais, bien la configuration». Là, vous voyez que collection field, du coup, il va falloir que, je paramètre moi-même quels vont être les champs, pour le modèle de page d'article de blog, j'ai l'impression. Donc si c'est ça, c'est vraiment hyper complexe pour un débutant. Lui, il veut juste créer son article de blog, il veut pas s'embêter à, définir les différents champs qui seront, intégrés dans ce modèle. Donc moi, je vais pas le faire, je vais faire comme si, je me posais pas de questions. Je vais faire juste créer la collection et on va voir ensuite si je peux facilement créer mon article. Donc là, je vais faire créer un nouvel item qui correspond du coup à un article de blog. Le nom, ça va être par exemple comment créer un site WordPress. Donc oui, je crée un blog sur Webflow pour apprendre WordPress. Là, je vais faire créer. OK. Et maintenant, j'aimerais le modifier. Donc quand je clique dessus, OK, j'ai rien. J'ai l'impression que du coup, mon item, c'est juste ça. Je peux rien faire de plus parce que j'ai pas mis de champ pour créer du contenu. Là, si je fais prévisualiser, OK, j'ai un super beau site. Merci Webflow. Je vais essayer de retrouver mon CMS. Voilà, blog template. OK. Là, je suis sur ma collection, mais je suis pas dans mon article de blog. Là, si je déroule, non. Bon, OK. Bon, pour le blog, ça a l'air assez complexe. Là, on voit aussi que j'ai les balises méta, donc les réglages SEO, c'est encore, une autre paire de manches. On aurait, peut-être un plugin de cache. Bon, je pense que c'est géré directement par Webflow. Mais en fait, toutes les fonctionnalités, secondaires, à mon avis, c'est, assez prise de tête. On n'a pas directement un répertoire d'extensions qui est mis en avant comme sur WordPress, qui va venir ajouter les différentes fonctionnalités. Là, c'est tout intégré à Webflow, j'ai l'impression. Donc à chaque fois, il faut venir fouiller dans les réglages. Là, moi, en fait, quand je vois toutes ces options, bon, bien sûr, je suis biaisé parce que je suis habitué à WordPress, mais ça me donne pas envie de tout apprendre de zéro et de venir, voir, chaque option, chaque réglage, parce qu'il y en a beaucoup trop. Donc, spoiler alerte, je vais rester sur WordPress. Et si vous aussi, vous voulez créer un site professionnel sur WordPress, je vous affiche une formation gratuite. Vous allez voir que c'est plus simple qu'on ne le pense et qu'en environ 1 heure, vous pouvez déjà avoir tout compris et créer un site professionnel de A à Z. Et je vous affiche également la boîte à outils WordPress, une sélection des plugins que je recommande pour créer un site professionnel.